La côte de Granit Rose, dans les Côtes d'Armor. Ça fait longtemps que ce paysage me fait rêver. J'ai grandi à la montagne et je le voyais dans des livres quand j'étais enfant. Pour moi, il représente toute l'intensité, toute la force de l'océan, de la nature, et puis ce côté bout du monde propre à la Bretagne. Salut Laurence. Salut Ismaël. Ça va? Ça va bien et toi? Bah écoute, Sous ce j'adore soleil breton. le spot de la rencontre, il est juste génial. Ah, c'est un peu magique, c'est vrai. On se fait la bise ici ou... On se fait la bise, ouais. Salut. Avec les cheveux. Avec les cheveux. On est dans le vent, désolé. C'est parfait, non t'inquiète, on est dans l'ambiance. Bah écoute, moi je suis très content de commencer ici parce que c'est vraiment l'endroit que je voulais voir en débarquant dans les Côtes d'Armor. Et c'est une région qui est très riche, qui est très vivante, qui est très vivifiante, non? Ouais, très riche humainement, parce qu'au détour d'un apéro partagé sur une plage, on peut très bien rencontrer effectivement un marin qui a déjà fait 3 fois le tour du monde au long cours et qui est en retraite ici. Et tu navigues souvent toi avec ton voilier par ici? Eh ben, quasiment tous les jours, Ok. sauf certains jours de repos ou comme ce matin, quand la mer n'est pas belle, on évite de faire des stages de survie pour les passagers. L'idée, c'est de leur faire découvrir un autre milieu, lâcher prise avec leur quotidien et une multitude d'aventures extraordinaires qu'ils n'auraient même pas imaginé, je pense, en mettant le pied à bord. Ouais, ça fait envie. Hein. Comment on explique que ces roches soient roses? Parce que c'est un vrai rose, quoi. C'est pas juste la lumière du soleil. Tout à fait. Il y a 300 millions d'années, il y a des poches magmatiques qui étaient sous le massif armoricain, vraiment à la racine, qui ont cristallisé très doucement et qui ont généré en fait ces rochers roses qui ont donné ce chaos granitique. Et la couleur rose, elle vient des oxydes de fer, c'est chargé en oxyde de fer et c'est ce qui donne cette couleur-là. Et je crois que j'ai vu une petite boule noire là à la surface de l'eau. Un phoque gris. Il me semblait que c'était un caillou au début, mais ça bouge beaucoup pour un caillou quand même. C'est ça. Ce qu'on dit à bord, c'est que tous les rochers qui bougent la tête, ce sont des phoques. Et on peut les appeler en fait en faisant... Et souvent, en fait, ils ressortent la tête de l'eau pour venir voir si c'est pas un congénère qui est dans le coin. Ah vas-y, refais. Là, regarde. Regarde, il est juste là. Il nous regarde du coin de l'œil. Énorme. Je sens que ce voyage va être intense, Laurence. Intense et plein de riches découvertes. Dans les Côtes d'Armor, Ah, c'est magique là de voir ça, Laurence. vous reprendrez bien un peu d'air iodé. Depuis tout petit, en fait, j'avais une envie, un rêve, un désir, c'était de partir loin. Sur la pointe la plus nord de Bretagne, on est sur une qualité d'eau A. On a la chance d'avoir des huîtres magnifiques grâce à ça, quoi. Ismaël Khelifa, Qu'est-ce que c'est bon. Franchement, c'est la meilleure dégustation d'huîtres de toute la vie. Je pourrais pas faire mieux là. C'est à la minute près. Faut pas être trop tôt, faut pas être trop tard. Faut être ponctuel à la pêche à la coquille. On appelle ça l'or blanc de la baie, c'est pas pour rien. en terre bretonne. Alors ça, c'est de la froment du Léon. C'est une des 4 races bretonnes. C'est celle qui était spécialisée dans le beurre. Ça c'est clair, il n'y a pas une manifestation religieuse, pas une manifestation sportive, associative, sans galette saucisse. Excellent. C'est comme une danse sur le sable, la marée fait un rythme. Et quand Ismaël aime, Qu'est-ce que c'est beau cet endroit. Sublime. Ça va, t'es pas trop stressé? déjà chaud. En fait, mon inquiétude, c'est de pas être un boulet pour vous. ça se voit. Ah, quel kiff d'être là, les amis. La liberté. Ah bah là, ici, on se sent vivant. Allez, ici haut. Voilà. Super. 1, 2, 3. Mais toi, c'est tellement beau quand tu fais. 1, 2, 3.
Allez, moi je vais servir le café, tiens. Non, 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 t'inquiète. Tiens les vagues plutôt. Tu vas voir. Erwan, café? Je sais pas amarrer mes cheveux. Quand il n'y en a plus, vous en reprenez, il y a du sucre, des cuillères, des madeleines, vous faites comme chez vous, quoi. Ah Laurent, c'est le top, hein. Ouais, hein. J'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a. C'est très mystérieux. Ouais. J'ai l'impression d'être projeté vraiment dans le côté marin, tu vois. Enfin, dans mes fantasmes, en tout cas, de la Bretagne, les marins. C'est clair, on voit rien du tout. Voilà, les marins n'aiment pas trop la brume parce que ça demande plus de vigilance. On double la veille, on ralentit notre vitesse, voilà, on fait attention à tout ce qui peut se trouver qu'on n'aurait pas vu. Mais oui, l'ambiance est assez mystérieuse. Ah ouais, c'est clair. Ça, c'est sympa. Ce bateau, il vient d'où? C'est un bateau qui servait pour le travail avant ou... C'est une réplique des Langoustiers qui a été construit à Camaret, à la pointe de Bretagne, là, dans les années 1920. On arrive à l'île aux Moines. Ah oui, d'accord. C'est exactement comme je me l'imaginais. C'est de dire comme ça, quoi. Tu vois rien. Pourquoi cette île s'appelle l'île aux Moines, Laurence? Parce qu'il y a eu des moines ici au XVe siècle. Ah, d'accord. En 1432, le pape de l'époque trouvait que la vie à terre était trop décadente. Alors, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui au XXIe siècle. Ouais, c'est clair. Et l'idée, c'était que les moines vivent dans le dénuement le plus complet. Ils y sont restés une 50aine d'années. Côté ouest, sous le fort, et on a déjà des goélands qui nichent juste au-dessus là. Il y en a un qui est juste derrière aussi, du coup on va pas les déranger. Ils sont en train de couver là. Parce que ces îles sur cette réserve, elles sont connues pour leur colonie d'oiseaux, c'est ça? Exact, les oiseaux marins qui viennent ici se reproduire. On a un envol de fou là qui rentre de pêche. Qu'est-ce que c'est beau ça. C'est tellement poétique. Ah mais c'est ton bateau. Bah oui. Il est bon hein, vu de loin aussi. Magnifique. Waouh, attends mais la perspective là, c'est complètement fou hein. Et comment tu t'es retrouvé à devenir capitaine de bateau comme ça et à emmener des gens visiter ces îles? Le contexte, en fait, Denis qui a construit ce bateau-là, Denis Lebras, qui habite sur Pérouse-Guirec, a fait ce métier-là pendant 35 ans, partagé sa passion des 7 îles. Et puis, avec mon compagnon, on adorait naviguer, on cherchait un voilier traditionnel. Et du coup, il nous a proposé de racheter les Andes-Guirec, ce qu'on a fait fin 2019, début 2020. Puis en fait, mon compagnon est décédé fin avril 2022. Et du coup, après, j'ai recommencé à naviguer fin mai avec des copains capitaines parce qu'on est hyper soudés quand même dans le monde de la mer et je les remercie. Et qu'est-ce qui te plaît alors, toi, quand tu es sur ces îles? Qu'est-ce que tu ressens? Ce qui me plaît, c'est de partager avec les passagers qui viennent à bord, de le partager de façon cohérente aussi, écologiquement. Voilà. L'idée, c'est de privilégier la voile, le moindre dérangement pour les oiseaux marins, pour les phoques. Et moi, ce qui me plaît aussi à titre personnel, en fait, c'est le fait d'être en mer. C'est un apaisement, c'est la beauté, la contemplation. Je partageais ça avec Manu. Manu, il est partout autour de moi. En fait, il est dans le vent, il est dans les vagues, il est dans les oiseaux que je croise. Il est en mer, puisqu'on a mis ses cendres en mer entre la côte de Granit Rose et les 7 îles. Donc voilà, je suis ici avec lui aussi. Tu veux balayer, Ismaël? Ah bah avec plaisir. Tu vois, il y a un petit caillou là. Faut que tu pousses un peu la barre vers moi, sinon on va s'échouer sur le caillou. Waouh, dis donc. Franchement, ouais. Ah ouais, faut y aller, ouais. Ah oui, ça fait les bras. T'avais pas dit que c'était un métier facile, hein?
Ça pèse combien de tonnes un bateau comme ça? 30 tonnes. Et ben on sent qu'on les a sous le capot, si j'ose dire. Hein, C'est parce ça. que dès que tu pousses la barre... Ah, c'est magique là de voir ça, Laurence. Des couples de foot bassin en pleine reproduction. On dirait vraiment l'île de pirates, quoi. Et il y a combien de couples alors de foot bassin ici? Alors, depuis le comptage de l'année dernière, on est à 14 124 couples. Donc le foot bassin, il fait un seul et unique œuf. Et ensuite, ils repartent en migration. Oh, quelle chance de voir ça, quoi. Oui, avec la brume, on n'y croyait plus. Hein. C'était pas gagné, hein. On va fêter ça en musique. Là, il s'agit d'un jeune individu de foie gris, des animaux assez méfiants. Il y en a même 2. On garde nos distances. À une dizaine de kilomètres des côtes de Perros-Guirec, la réserve des 7 îles est un monde sauvage où seuls quelques hommes, comme Pascal et son équipe, sont invités à observer le spectacle d'une nature indomptée. Donc là, ça y est, ils réinvestissent les lieux. Tous les oiseaux marins, donc là, les macareux, les goélands sur les grèves. Il s'agit d'îles sanctuaires aujourd'hui pour la nature. Dans ce chaos rocheux, débarrassé de tout prédateur, 18 500 oiseaux de 11 espèces différentes viennent nicher dans la plus ancienne réserve ornithologique française. Sur l'îlot Rouzic, la plus grosse colonie de foot bassin tapisse de blanc le paysage. Au plus près de la nuée d'oiseaux, une centaine de jours par an, les scientifiques de la Ligue de protection des oiseaux viennent décrypter les rituels de cet excellent plongeur d'1,80 m d'envergure. Donc là, on est dans une période sensible, on va dire de début de reproduction. Vous avez un langage corporel qui permet de consolider l'union du couple et également de donner de l'information aux voisins, parce que les nids sont espacés de 60 cm les uns les autres. Et donc notre travail consiste à comprendre la colonie et la suivre dans ses effectifs, dans le comportement, etc. Veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérangement, d'être les gardiens en quelque sorte un peu du temple. Refuge de la vie sauvage, au rythme des migrations, chaque année, les colonies augmentent. Loin des hommes, la conservation de ces îles a permis de protéger le plus grand rassemblement d'oiseaux de mer du pays. À une vingtaine de milles nautiques plus à l'est, Bréa-la-Douce a chassé les nuages. Interdite aux voitures, pour ses 427 habitants à l'année, l'île est une invitation à flâner à pied ou à vélo. Hello. Ça va, ouais. Ouais, toi? On a le vent dans les cheveux, on est très libre sur un vélo. C'est un autre rapport au temps, c'est un autre rapport aux distances, parce qu'en fait, notre monde est complètement réduit. Hein. On a 3,4 km de long sur 1,2. Parmi les îles bretonnes, Bréa a été l'une des premières à prendre le virage du tourisme. Résultat, la carte postale d'aujourd'hui donne à voir des villas cossues entourées de vastes jardins fleuris. Installé sur l'île depuis 8 ans, Ewen travaille sur une dizaine de jardins, bien aidé par le courant chaud venu de l'Atlantique.
Grâce au GovStream, on a un microclimat qui est très doux, on n'a pas de gel, on a une bonne pluviométrie et on a un ensoleillement qui est régulier. C'est un peu toute l'île aux fleurs condensée dans un jardin. Voilà, avec des céanotes, des aéoniums. On va avoir des artichauts là qui sont déjà prêts à consommer. On est vraiment dans un environnement qui est très riche avec des plantes qui arrivent de partout. C'est de très loin, pour moi, le plus beau jardin de l'île. Si Bréa aime afficher son exotisme, le jeune jardinier préfère, lui, des paysages plus discrets. Des landes et des prairies qu'il confie à 5 travailleuses très gourmandes. Et belles les filles, ça on aime, hein. Allez, tiens, vas-y. Ces brebis font ce qu'on appelle de l'éco-pâturage. Elles sont là pour entretenir les paysages et les maintenir ouverts ou les réouvrir. Là, tout ce terrain-là, les 3/4 de ce terrain-là, c'était de la ronce et de la fougère, encore il y a 2 ans. Mettre des brebis, c'est déjà retrouver une quiétude parce que Bréa, ça a beaucoup de jardins et sur la belle saison, ça tourne de partout. C'est un vacarme assourdissant alors qu'on a un endroit magnifique. C'est des tondeuses écologiques. Elles sont un peu comme moi, elles profitent de ce qu'il y a dans la nature. À Bréa, les animaux comme les hommes semblent avoir trouvé un paradis insulaire. Quelques mètres plus loin, un autre petit cheptel attire la curiosité. Nourries à l'herbe et au foin, les 11 vaches d'Anne-Laure sont les seules laitières de l'île. Les vaches ici, elles sont toute l'année dehors. Elles se plaisent bien aussi. C'est de la jersiaise, donc elles sont bien rustiques, elles sont bien adaptées. Aujourd'hui, elles n'ont pas vue sur mer, ou pas beaucoup de vue sur mer, mais elles ont vue sur la chapelle. Mais elles ont assez souvent vue sur la mer quand même. Accrochée à son île qu'elle n'a presque jamais quittée, Anne-Laure a hérité d'un caractère fort, souvenir d'un temps où les femmes restaient sur la terre ferme à tout gérer, pendant que les maris partaient pêcher en mer. Après avoir repris et sauvé l'exploitation de sa mère et de ses 2 tantes, en 2019, Anne-Laure a relancé la vente directe de produits à la ferme. Bonjour. Aujourd'hui, il va y avoir quasiment tout. Il y a le yaourt, le fromage blanc, le riz au lait. C'est un choix de travailler toute seule, ouais. J'étais habituée comme ça. En fait, moi, déjà, à la maison, on faisait tout nous-mêmes. Si je faisais pas ça, je pourrais pas faire d'élevage sur l'île. Merci. Bonne journée. Île aux fleurs ou île aux oiseaux, dans les Côtes d'Armor, les archipels dévoilent une multitude de bouts de terre fragmentés et autant d'histoires de passionnés qui œuvrent à les préserver. Salut. Ça va? Ouais. C'est ton bateau, celui-là? Il est à Pierre-Yves. Ah, c'est à Pierre-Yves? Ouais, ouais. Ah, d'accord. Il est en vente et location. Ah, ok, je savais pas qu'il avait acheté ça, Pierre-Yves. Ouais, je te sers la pince. Ouais. Direct? Oui. Salut. Ça va? Ah ouais, ça va. Bonjour. La forme? Salut mon gars, ça va bien et toi? Ouais, nickel. Ravi de te rencontrer. Bonjour. Carrément. Ismaël, enchanté. Tu fais du bateau shopping aujourd'hui, c'est ça? Bateau shopping, non, quand même pas, mais quand je vois des coques en alu comme ça, tu vois, ça m'intrigue. Et en plus, je sais que ce bateau est à vendre, donc voilà, je suis venu faire un tour pour voir à quoi il ressemblait. Bah c'est bon, il vous l'achète, hein, monsieur. Et il met un super prix. Hein. Merci de me financer, Ismaël, ça me fait plaisir. Je pensais pas que. C'est clair, on est sorti aussi bien, aussi vite. C'est ça. Et c'est ici que t'es arrivé, Guirec, alors? Quand t'as fini ton tour du monde, là? Ouais. Après 5 ans de voyage avec Monique. Monique, c'était ta poule. Monique, oui, c'était ma poule, ouais. T'as fait un truc complètement dingue, cette espèce de tour du monde avec ta poule sur ton voilier. Et ouais, écoute, c'est sûr que c'est pas très commun d'avoir une poule sur un bateau. En effet, il y a eu quelques péripéties. J'ai fait de la prison au Canada à cause de Monique. J'ai fait un hivernage dans les glaces du Groenland, donc tu vois, c'est grâce à elle aussi que j'ai pu m'en sortir parce que ce qui était incroyable, c'était d'avoir un œuf frais en fait pratiquement quotidiennement. Les gens ont dû halluciner là-bas d'ailleurs. Ah ben là-bas, dans le Grand Nord, ils avaient jamais vu de poule vivante de leur vie, si tu veux. Puis après, t'as fait le Vendée Globe, t'es arrivé début 2025 au Sable d'Olonne. Et là, j'imagine que ça devait être dingue aussi. C'était fou.
En 3 mois, t'as fait quand même le tour du globe, quoi. Ouais. Et encore aujourd'hui, tu vois, je me dis, non, mais c'est hallucinant, quoi, la vitesse à laquelle vont ces bateaux. Et la différence avec cette première expédition que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune, c'est que là, pour le coup, j'avais femme et enfants qui m'attendaient, quoi. Donc autant dire que là, j'avais qu'une envie, c'était de les retrouver, quoi. Ah ouais, je comprends. Ouais. Tu nous as fait rêver en tout cas. Ouais, bah écoute, c'est gentil. Tu sais que le bateau à vendre, hein, si jamais ouais. Alors, j'ai pas le pied marin, moi. Non. C'est pas pour moi. Bon, mince, bon. Tu vois, Guirec, je voulais vraiment venir à Paimpol, moi, pendant ce voyage, parce que j'ai été bercé comme plein de gens par l'histoire des pêcheurs qui partaient en Islande. Bien sûr. C'était dans les années quoi, 1800, il y a eu, faut savoir, jusqu'à 70 goélettes dans le port de Paimpol. Et les gars, ils partaient 7 mois en mer, quoi. Sur des bateaux quand même pas très grands, 20-30 mètres. Et ils pêchaient, ils pêchaient la morue, ils revenaient jusqu'à 20 tonnes, 100 tonnes de morue, quoi. Ah ouais, d'accord. C'était énorme, mais ça faisait vivre la ville, finalement. Dis-toi qu'il y a un moment, Paimpol a été la plus grande ville des Côtes d'Armor, la plus peuplée. T'as passé beaucoup de temps dans cette petite ville quand t'étais gamin, hein, Guirec ? Écoute, j'ai passé du temps, ouais. J'ai passé du temps, mais après, c'est vrai que les rues, je les connais, mais bon, je connais mieux les rochers et les balises du coin que... Pour rien te mentir, quoi, tu vois. Ah bah tiens, il y a mon dernier livre sur le Vendée Globe, là, tu vois. Génial. Et ma première dédicace que j'ai faite, ça devait être en 2019. Et j'arrive avec Monique dans ma petite cage en bois. Et je vois du monde dans la rue, je me dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, je vois tout le monde me regarder, quoi. Et en fait, c'est toutes les personnes qui attendaient pour une dédicace. D'ailleurs, on peut le dire, hein, je pense plus curieux de voir Monique que voir Guirec. Hein. Ah, je sais pas ça. Peut-être de voir les deux. Bonjour, monsieur. Salut, ça va, tu vas bien? Ça va, impeccable. Ouais, cool. Enchanté. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, c'est quoi la spécialité de la maison, alors? Eh ben, c'est la beurre sucre. Ah oui, c'est la base. Vous avez de la crème bretonne. Vous avez du sucre. Voilà, et j'ai du beurre. Vous y allez franchement sur le beurre quand même, hein? Bah, il faut, on est en Bretagne. Oui, pardon. On aime ça. Je crois que ça va être délicieux, mon gars. Et voilà. Et moi, je vous prendrai caramel beurre salé. Trop cool, allez, merci. Deuxième. Oh bah non. Ah, le caramel, il déchire. Ce qui manque le plus en mer, c'est quand même la nourriture. Ouais. Toujours content de remettre un pied à terre pour faire des bons petits gueuletons, quoi. Tu vois. Qu'est-ce que tu trouves au large que tu trouves pas à terre, finalement? Qu'est-ce qui est... Enfin, tu vois, pour moi qui suis un pur terrien, je ne connais pas du tout les sensations que tu as pu connaître. En fait, pour moi, la mer, c'est un des derniers endroits où tu as une totale liberté, quoi. Tu vois. J'aurais aimé vivre 100 ans en avant. Tu vois, ça, c'est mon plus triste regret, c'est de ne pas avoir vécu ces années de pêche, ces années d'aventure. Tu vois, ces gars qui partaient vraiment, quoi. Tu vois. Et ça, c'était des personnes sacrément courageuses. J'ai envie de te faire rencontrer quand même Yves-Marie, qui est un grand copain, qui est comme un frère pour moi. Et un mec avec qui d'ailleurs vaut mieux être copain, grand champion de MMA de Ah ouais? Ouais. Hey, ça va, bien. Salut Marie. Ismaël, enchanté. Enchanté, Ismaël. Donc on vient prendre un petit cours de MMA, c'est ça? Moi je suis chaud. Ça va être sympa. Ouais, c'est ça. C'est clair. Pas le droit de jeter du sable dans les yeux. Très bien. Ok, c'est ton exploitation ostréicole alors ici? Voilà, ici vous êtes sur une des réserves où on stocke les huîtres pendant les jours où il n'y a pas beaucoup de marée. Ouais. On vient les stocker ici, donc par exemple dans ces cages en fer, et on les couche, comme ça les huîtres peuvent bien respirer et passer une semaine avant de les redescendre sur les parcs ou alors les vendre. Pourquoi ce terroir est particulier au regard de ce qui se fait ailleurs? Eh ben, on est sur la pointe la plus nord de Bretagne, ce qui fait qu'on a énormément d'eau qui passe, des volumes, des quantités d'eau exceptionnelles. On est sur une qualité d'eau A, donc on a la chance d'avoir des huîtres magnifiques grâce à ça, quoi. Avoir un très beau terroir. Ces conditions de mer, elles permettent à la fois de faire des marins et des très bonnes huîtres, quoi. Season after season. Quand j'étais plus jeune,
à l'âge légal de pouvoir travailler, mes petits boulots d'été, ils étaient avec Yves-Marie, entre autres. On allait en effet sur les parcs, les retourner. Et donc, ouais, c'est des chouettes souvenirs, quoi. Et vous communiquez ensemble quand t'es genre sur le Vendée Globe? Ouais, souvent. Ouais, vous arrivez à échanger? Ouais, carrément. Ouais. Oui, non, on s'appelle. Yves-Marie était là à mon départ, il était là à l'arrivée. Ouais, on a toujours gardé un lien très proche depuis qu'il est petit. Ouais. Privilégié. Ah, qu'est-ce que c'est bon! Franchement, c'est la meilleure dégustation de huîtres de toute la vie. Je pourrais pas faire mieux là. C'est ça qui est génial ici en fait. Tu vois, c'est que là on mange des huîtres, on peut aller pêcher des palourdes là-bas, comme des couteaux derrière. Enfin, tu vois, c'est un vivier géant en fait. Ouais. Bon, on se prend quelques huîtres alors? Bah ouais, carrément. Pour nous deux, je pense que ça devrait suffire. Là, il y a une quinzaine de kilos, une quinzaine de douzaines. Donc, super, 7,5 kg chacun, on est bon. C'est parfait. Ouais. On attend l'heure, on attend qu'il soit 9h15. C'est à la minute près, faut pas être trop tôt, faut pas être trop tard. Faut être ponctuel à la pêche à la coquille. Avec ses 34 ans de pêche au compteur, Jean-Michel a appris à se laisser bercer par le rythme de la baie de Saint-Brieuc. Entre le Cap Fréhel et l'archipel de Bréhat, son chalutier, la Margouille, est l'un des 238 bateaux autorisés à remonter les coquilles Saint-Jacques du deuxième plus grand gisement de France. C'est bien réglementé et très strict, donc on a le droit à une pêche maximum d'une tonne autorisée aujourd'hui. Prêt pile à l'heure pour les manœuvres, dans cette course contre la montre. 1, 2, 3. Jean-Michel et son matelot n'ont que 45 petites minutes pour lancer des dragues de 300 kg à 30 mètres de profondeur. Après quelques minutes à ratisser les fonds marins, le son des premières coquilles se fait entendre. Pas de quoi rassurer pour autant le vieux loup de mer. Quand tu fais qu'il n'y a rien comme ça. Qui sait déjà qu'aujourd'hui, le gisement ne sera pas aussi généreux que d'habitude. Là, c'est pas terrible aujourd'hui. Peut-être le coup de vent qu'il y a eu hier soir, les coquilles se sont peut-être déplacées. C'est la nature, elle ne peut pas toujours tomber pile poil où il faut. C'est comme ça. Menacée par la surpêche jusque dans les années 70, la coquille Saint-Jacques de la baie doit sa sauvegarde à la prise de conscience des pêcheurs eux-mêmes. Ça va être fini, là. Pour préserver la ressource, les marins bretons ont mis en place des missions de surveillance et de contrôle pour une pêche plus responsable. En fait, on a une taille réglementaire qui est de 10 cm et demi. Donc on voit ici qu'elle passe pas à l'intérieur, c'est qu'elle est bonne. Tu vois, si j'en prends une comme ça, par exemple, on voit qu'elle passe. Donc celle-ci est trop petite. Elle repart tout de suite à l'eau. C'est important si on veut continuer à en pêcher pendant des années, quoi. Dans quelques jours, les jeunes coquilles commenceront leur période de reproduction. Leur pêche sera alors interdite jusqu'au mois d'octobre. Après 4 heures en mer, Jean-Michel profite des derniers retours de la saison au port de Saint-Quay-Portrieux. C'est chacun son tour. Premier arrivé, premier débarqué. Attiré par ce joyau des mers, le chef Mathieu Aumont est l'un des seuls restaurateurs à venir récupérer sa commande directement sur le quai. Ah, c'est l'embouteillage là. Ce balai de bateau, les gars qui attendent, tu sens qu'il y a un peu la pression de la débarque. C'est ton message, ça, Mathieu? Ouais, il nous a porté la poisse, il nous a envoyé bonne pêche. On n'a jamais envoyé ça. Malgré une pêche frustrante, à peine plus de la moitié de l'objectif du jour, Jean-Michel a réservé à son ami ses plus belles pièces, les plus grosses coquilles. 59 kilos, toi, on était pas loin. Bon, c'est bon pour le service de ce soir. On est parti. Bah oui, toi au moins tu peux pas te rater, c'est pas comme nous. Ah, il y a des joueurs, bah nous c'est pareil, il y a des joueurs avec, des gens sans. Ah bah là, c'est une belle échappée. Dans son restaurant étoilé, simplement nommé Poisson en breton, le chef a fait de la coquille Saint-Jacques sa reine des cuisines. Chaque semaine, Mathieu et sa brigade en ouvrent près de 150 kilos. C'est vraiment une très belle noix. Elles sont très peu sableuses. Elle a un petit côté comme ça,
brillant, c'est à ça qu'on la reconnaît. Bah, c'est la star de la baie, hein. On appelle ça l'or blanc de la baie, c'est pas pour rien. Après 7 mois à la carte du restaurant, pour fêter la fin de la campagne de pêche, Mathieu a prévu un bouquet final. Un menu tout Saint-Jacques où la noix se déguste à la fois crue. Je fais mon petit mélange betterave, Saint-Jacques. Ou tout juste poêlée, cachée dans une raviole ou exposée comme un bijou immaculé. L'idée, c'est d'avoir que 1, 2, voire 3 ingrédients pour pas qu'on soit perdu dans les goûts. On est là pour l'agrémenter, mais qu'elle reste la star de l'assiette. Si la Saint-Jacques passe de la mer à l'assiette en quelques heures, près du port de Daouet, Élise a choisi un raccourci encore plus direct pour se nourrir dans la nature. Alors, si je pouvais trouver de la laitue de mer, ce serait bien. On a juste une petite fenêtre, le moment où la marée est au plus bas. Ça découvre quelques algues qu'on n'a pas sinon, donc il faut être au bon endroit au bon moment. Donc ce qui va être bon, ça va être ces extrémités-là, qui est en fait la partie la plus jeune de l'algue. Alors celle-ci, on l'appelle le poivre de mer. Elle a un goût qui rappelle la truffe. C'est pas encore évident pour les gens d'oser passer le pas et d'aller goûter ces végétaux qui sont finalement très peu connus. Revenue dans le nord de la Bretagne depuis 4 ans pour se rapprocher d'une nature gourmande et savoureuse, Élise imagine chaque balade sur le sentier des douaniers comme une découverte aromatique des plantes comestibles. Déjà le fait de se promener, de faire une randonnée pour aller cueillir son repas, ça a un peu un côté chasse au trésor quand même, hein. Et puis on est au grand air, donc ça donne faim. Ces toutes jeunes pousses là, c'est le fenouil sauvage. On peut vraiment les manger crus. C'est encore comme ça que c'est le meilleur, c'est vraiment délicieux. Elle est rigolote celle-ci parce qu'en fait, les jeunes pousses ont le goût de petits pois. Ce qui est important, c'est qu'on va prendre juste ce dont on a besoin. Et puis on va pas prendre tout au même endroit pour pas abîmer les plantes. Alors là, j'ai vraiment juste pris de quoi faire un petit tartare et quelques chips. Au seuil du monde marin, comme au grand large, les Côtes d'Armor offrent un bol d'air frais au délicieux parfum iodé. Ah, quel kiff d'être là, les amis! J'adore! Donc finalement, c'est là que tu as appris à naviguer? C'est ici que j'ai appris la vie, même, j'ai envie de te dire. Ouais. À 6 ans, 7 ans, je partais en mer tout seul. Ah ouais? Ah ouais. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, moi, dans ton parcours, c'est aussi la traversée de l'Atlantique à la rame, aller-retour, quoi. C'est vrai que l'aller, c'est un peu trop bien passé. Moi, j'aime pas trop quand les choses se passent trop bien comme ça. Mais donc, c'était important pour moi de faire ce retour et de faire une arrivée en Bretagne. Après, je t'avouerai que c'était dur, quand même. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es fait peur? C'est juste qu'à un moment, j'ai failli passer quand même. Tu vois, quand mon bateau se retourne, je suis coincé dedans à l'envers. Je voyais pas trop d'issue de secours, hein. Et du coup, j'ai réussi à redresser mon bateau. Par contre, bon, plus de moyens de communication. Ouais, j'étais à court de tout. J'ai perdu 14 kilos. Quand j'arrive à prendre contact avec un cargo, et puis il me disait, bon voilà, on se rapproche de vous. Je dis, mais pourquoi vous vous rapprochez? Je dis, bah parce qu'on vient vous récupérer. Moi, je dis, non, mais en fait, vous avez pas compris, là, moi, il n'y a personne qui va me récupérer. Envoyez juste un message, s'il vous plaît, pour dire que ça va, que je continue ma route vers l'est. Merci et bonne journée. T'as un mental d'acier, quand même. Ah, on arrive sur les casiers? Ouais, on a un casier là. Eh ben, tu veux choper la bouée, Israël? Eh ben, allez. Allez, vas-y. Ok, j'ai. Et le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a 2 araignées là. Ah ouais? Ah ouais. Yes. Tout chacun. Eh ben voilà. Bon, on a déjà le repas de ce soir. Youhou!
Tu c'est vois bon ça, hein. Donc là, ici, on a un homard qui est OK. Et là, ça, c'est un peu juste. Il est un peu petit. Ouais, parce que t'as des tailles minimum à respecter, Ouais, j'imagine. c'est ça, ouais. Donc on va attendre pour l'année prochaine. Ouais, je te crois, laisse hein. le prendre, celui Ismaël. Ok. Et là, tu peux le mettre à l'eau, doucement. Allez, mon beau. Vas-y. Salut. Et hop là. Voilà ton île. Ouais, c'est là. C'est là. L'île de famille. L'île de la famille soudée. C'est ça. Grands-parents quand je fais ça en 1945. Et pour l'électricité, ici, ça marche comment alors? Bah écoute, c'est comme sur un bateau. Tu vois, on a une éolienne, du solaire, un groupe électrogène, et puis on est en autonomie, quoi. Génial. Ouais, c'est cool. T'es sur mes terres, d'une certaine façon. Bah non, mais c'est un lieu où je me sens tellement bien, si tu veux. Voilà, la vue, elle est pas dégueu, quoi. Puis en même temps, t'as les casiers, tout à l'heure, on était juste à côté, là. On a pêché notre homard. C'est chouette, hein. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Les petits murets en pierre, Ismaël, là, c'est les délimitations de chaque parcelle. Et du coup, quand mes grands-parents ont racheté l'île en 1945, t'avais 19 propriétaires sur l'île, quand même. Ah ouais? Ouais. Des gars qui faisaient de l'agriculture de... C'est ça, beaucoup de pommes de terre. Ok. La terre est hyper bonne. Et en fait, ici, l'hiver, ça gèle pas. Allez, viens. Voilà. Et voilà. Ici, en fait, l'endroit où on se retrouve, le soir, c'est ici, dans ce petit salon, au coin du feu, et on raconte des histoires, on chante, enfin voilà, on passe vraiment des moments chouettes, quoi. Ouais. C'est ce qu'on va faire ce soir. Je pense qu'on est bien là. Clac. Voilà. Fabuleux. Merci. J'ai adoré cette journée parce que vraiment j'ai eu l'impression de comprendre ce qui t'avait amené à la vie que tu as aujourd'hui d'aventurier des mers comme ça. Depuis tout petit, en fait, j'avais une envie, un rêve, un désir. C'était de partir loin, entre guillemets, de faire un tour du monde à la voile. Et donc, tu vois, je pars, parfois longtemps, mais je reviens ici aussi. C'est beau de partir et d'avoir un endroit où revenir aussi. Hein. C'est ça, c'est vraiment, tu vois, mon port d'attache, c'est ici. Et j'ai toujours une carte postale d'Ivinec de chez moi, dans tous les bateaux sur lesquels j'ai pu naviguer. Et tu vois, je regarde cette carte et je me dis, ah, attends, ça me manque, Ivinec. Il est 7h du matin, bon réveil sur l'île d'Ivinec. C'est le chant des oiseaux, tellement c'était silencieux toute la nuit, qui m'a poussé à me réveiller, qui m'a sorti de mes songes. Alors voilà, je suis en pyjama avec mes bottes. C'est beau, hein? Et j'ai mis un petit pull, évidemment, parce qu'il fait pas très chaud. Et je vais aller voir le lever de soleil, parce que ça promet d'être juste dingue. Hello, hello. Ça va, Ismaël? Salut, Guirec. Ah ouais. Ok. Ça, c'est le vrai petit déjeuner breton. C'est trop petit déj, c'est bien ça. J'ai hésité à faire ma tartine, tu sais, en prenant le beurre comme ça. Ah oui, d'accord, ouais, mais t'as raison. On a vu à Paimpol. Et c'est la première fois que tu dormais sur une petite île comme ça, toi? Comme ça, oui. Ouais, carrément. Ok. Ouais, Ok, ouais. ok. Et tu vois, souvent on va au bout du monde trouver des choses exceptionnelles, mais là, j'avais vraiment l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Tu
tu vois, la mer a disparu. Ouais. Et je pense que ça peut être pas mal après d'aller pêcher à pied si t'as envie. Ah bah ouais, carrément, avec plaisir. À voir comment est la mer derrière. Il y a des étris qui sont possibles d'attraper aussi. Dès le matin, t'es au taquet, toi. Ouais, c'est ça où je te fais faire du jardinage, hein. C'est comme tu veux. Bon, on va aller pêcher. Ouais, ok. Tiens, là, il y a un couteau, là. Là-dedans, là. Tu vois? Waouh, énorme. Non, mais j'avais jamais vu ça de ma vie, franchement. C'est trop, hein? Ouais, j'adore. Ouais. C'est trop bien. C'est cool, hein? Donc l'idée, c'est qu'on cherche une espèce de trou de serrure dans le sable. Ouais, c'est ça, exactement. Déjà, ça faut les repérer quand même. Faut les repérer. Et le sel, pourquoi est-ce qu'on lui met du sel Bah, il pense que dessus la marée remonte, en fait, et il vient la chercher. Ah, ouais. Attends un petit peu. Attends. Ouais. Et là, tout doucement, tu viens de sortir, sinon tu le casses. Le prédateur. Je vais essayer de le choper, ok? Vas-y, carrément. Il envoie ses yeux, en fait. Vas-y, direct. Allez, vas-y, non, rapide. Je l'ai. Eh ben voilà. Tes premiers couteaux. Trop fier. Cool, hein, quand même, en 2-2, là. Toi, on te laisse ici abandonné, tu sais survivre, tu vois. Ah bah ça, c'est moi, je me laisse mourir, je pense. Voilà, avec ton pied, tu chopes, c'est quoi ça? Ça a une petite coque, ça. Tu chopes des coques, ouais. Incroyable. Bah merci beaucoup, Guirec. Hein. Si un jour c'est l'apocalypse, je viendrai me réfugier chez toi. Eh bah écoute, t'es le bienvenu. Hein. Moi, j'ai une chance de survivre. C'est comme une danse sur le sable. Ça fait un rythme, la marée fait un rythme. 4 fois par jour, la mer monte puis se retire, dévoilant ainsi une nouvelle page blanche avec son sable légèrement humide. À la pointe du Roselier, sur la plage de son enfance, Hélène continue d'y descendre en même temps que la mer pour y chercher l'inspiration. C'est selon ce que je sens et puis je dessine. Il faut que ce soit un peu symétrique. Je pars toujours sur du thème un peu mandala parce que je tourne autour. Sur son terrain de jeu, les immenses dessins au râteau ont remplacé les châteaux de sable. Une toile à ciel ouvert, avec comme seule limite le temps qui passe et la mer qui commence déjà à regagner du terrain. La mer monte, elle s'approche, donc bientôt le dessin va commencer à s'effacer. C'est la magie aussi des choses éphémères. On laisse cette trace et après la nature s'en charge. Moi, ça me fait du bien de faire ça. Sur le littoral breton, la vie s'organise au gré des marées. Pendant que les ports se vident, l'Estran, cette zone découverte à marée basse, se remplit de petits pêcheurs à pied et en bottes. Fais attention à là où on met les pieds. À quelques pas de l'îlot du Ver de Lay, réputé pour ses coquillages et crustacés, Benoît est un admirateur de ces petites bêtes à portée de main pour seulement quelques heures. Ce que je vais regarder, ça va être en fait au niveau des algues qui vont être présentes. Parce que ça, on sait que c'est une source de nourriture importante, mais aussi de cachette potentielle par rapport aux prédateurs. Donc là, c'est le moment où en soulevant un rocher, on va pouvoir prendre le temps de regarder. Coucou toi, viens dire bonjour. C'est ce qu'on appelle un crabe vert. Alors, les crabes, pour grandir, comme beaucoup de crustacés, comment est-ce qu'ils font? Oui. Ils changent de quoi? Ils changent de carapace. Alors, c'est quoi? Pratique ancestrale, autrefois la pêche à pied était un moyen de subsistance pour les gens du coin. Aujourd'hui, le raz-de-marée touristique a transformé l'activité en chasse au trésor. C'est le plaisir de gratouiller, de découvrir quelque chose qu'on ne verrait pas à l'œil nu. Et ça, c'est des œufs? Et ça, c'est des œufs, tout à fait. T'as vu? Ouais. Faut pas trop la toucher. Non, on la touche pas. C'est quelque chose que je faisais moi avec mes parents et mes grands-parents quand j'étais plus jeune, donc c'est vrai que c'est un peu une transmission, quoi. Venu pour découvrir les bons gestes plutôt que pour se nourrir, le groupe remet toute la pêche du jour à l'eau, en douceur.
À découvert, l'écosystème est fragile. Alors doucement, 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 pour les remettre. Allez, partez les copains. Allez dans votre liberté, s'il vous plaît. Si le phénomène des marées fascine petits et grands, la mer qui remonte peut aussi parfois piéger les imprudents. Prêts à intervenir en 15 minutes, les sauveteurs en mer de la SNSM de Lancieux naviguent dans la 5e baie du monde pour l'amplitude de ces marées. Deux fois par semaine, ils s'entraînent en conditions réelles. Aujourd'hui, 2 victimes sont isolées sur l'île des Ébiens. Et la marée montante encercle la zone. Donc elle est montée haut, la mer, là. Oui, allô? Oui, bonjour madame, vous êtes où? Je suis sur une île qui s'appelle les Ébiens et je suis avec ma fille. Est-ce que la plage elle est relativement grande? Oui, c'est une grande plage, oui. Ok, super. Et avec une anse. Avec une anse? Il y a une petite maison au bout, là. Exactement, sur le côté gauche, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ok, on arrive. C'est pas toujours simple et surtout si les gens ne connaissent pas les alentours, on doit souvent se débrouiller avec des repères visuels. Tout le monde s'accroche. Ok, vu. J'ai repéré les 2 personnes isolées par la marée. Bonjour mesdames, nous sommes la SNSM de Lancieux. Est-ce que tout va bien? Bah oui, ça va, oui. on a eu peur. Oui, on a eu peur, ouais. Perdons pas plus de temps, on va pouvoir monter à bord du bateau. En très peu de temps, on a la tête baissée en train de ramasser des coquillages. On n'a plus trop de repères et on se fait vite piéger. Souvent, ça va très très vite. C'est pour ça qu'il faut toujours se munir d'une montre. Pour ces sauveteurs, tous bénévoles, le dévouement se partage souvent en famille. Pour l'exercice, c'est la fille de Périgues qui joue la jeune naufragée. J'ai toujours vécu avec la mer à côté et en navigation, donc ça s'est transmis comme ça un peu de père en fille. Donc c'est toujours un peu rigolo d'aller récupérer sa fille qui a fait une bêtise sur les Ébiens par exemple. Sur la quarantaine d'interventions réalisées l'an dernier, la moitié était liée aux marées. En tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup. Hein. Merci. Franchement, vous êtes top. Inlassablement, toutes les 6 heures, la mer se remet en mouvement. Une course contre la montre à laquelle certains participent en char à voile. Alors on va aller se mettre juste un petit peu plus loin. Là on essaye de s'excentrer un petit peu sur la plage de façon à être moins abrité par le cap d'Erquy, les différents reliefs, parce que le vent arrive de là-bas, donc plus on ira loin, plus on sera dégagé, quoi. Dans l'idée, ça va être réussir à partir, réaliser le premier virage et revenir. Alors là tu vas pouvoir faire le virage. Vas-y, vas-y, tourne, 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 tourne. On se rend compte qu'on est complètement dépendant des éléments. On a un élément immuable qui est la marée et on a le vent qui, lui, en fonction des jours, est plus ou moins présent pour nous favoriser l'activité. Là, aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Voilà, là, ton char roule, tu regardes bien loin devant toi, tu commences à anticiper sur ta trajectoire. Au milieu de ce bras de fer entre terre et mer, le littoral breton est le théâtre d'une des forces les plus puissantes de la nature. Des marées si fortes qu'elles ont le pouvoir de transformer les paysages des Côtes d'Armor. C'est un temps idéal pour partir à la pêche aux ormeaux. Hein. Et pour aller plonger, et pour aller en mer, génial quoi. Bon, et bah allez les gars, hein. On va se mettre en combinaison. Ouais. Faut automatiquement, si tu veux, un petit savon pour la foutre quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Ça passe mieux quoi. Tu mets du savon, ça glisse tout seul. Ça glisse tout seul. Bon, on est parti? Let's go.
Donc là, tu vois, Ismaël, là, on est les 7 îles. Tu vois, c'est un petit territoire que j'affectionne beaucoup. Là, c'est l'île Bono, l'île Oman derrière. Et le paysage est vraiment... moi, je ne m'en lâcherai jamais. Quoi. Les ormeaux, il y en a moins qu'ailleurs. D'accord. Mais ils sont de belle qualité. Voilà. D'accord. Tu sais quoi, Johan? Quand j'ai commencé mon voyage, j'ai vu ces îles, mais sous le soleil. Et là, j'ai l'impression d'avoir changé de pays, presque. Ah ouais. C'est fou. Et je me demandais, les gars, vous pêchez, vous, l'ormeau en plongeant et les coquilles Saint-Jacques aussi, mais tout le monde ne fait pas ça, non? Non, en fait, on a eu aussi un coquillet. Ok. D'accord. On a fait la coquille à la drague. Ouais. Donc ça, c'est les bateaux qui ont des dragues derrière pour draguer le fond. Voilà. C'est un très beau métier aussi. Ouais. La pêche à drague, tous les matins, mon père, il mettait Johnny Hallyday. Dès que tu démarrais les batteries, tu avais tout Johnny Hallyday qui partait. Il y a une adrénaline qu'on n'a pas, nous, en plongée, que tu as à la drague. Tu regardes Ismaël là-bas, regarde, il y a 3-4 phoques. Tu les vois là? Ouais, très bien. Après on s'approche pas trop parce qu'il faut les laisser tranquilles quoi, tu vois. Il y a un gros, très gros solo de la roche. Bon, donc là c'est la première plongée de la journée, les gars, c'est ça? Ouais. Et vous plongez combien de temps là? 1 heure. Ah ouais, donc vous faites 3 fois 1 heure dans la matinée? Ouais. On ferait une avec vous alors? Ouais. Trop bien. Bon bah les gars, bonne pêche hein. Ah putain, mais j'avais ça. Pardon. Putain. Bah, je vous souhaite une pêche bien pourrie. Ah putain. Là, on peut rentrer, il n'y aura rien à pêcher. si, ça va très bien se passer. Allez, c'est parti. Salut mon vieux. Salut les beaux gosses, comment ça va? Pendant que les garçons plongent, qu'est-ce qu'on fait de beau nous? Vérifier qu'ils sont tous à la taille. Là on a une piche qui est à 9 cm ici pour les ormeaux et à 10,5 ici pour les coquilles Saint-Jacques. D'accord. Voilà. Il y en a quelques-uns, bon, du deuil, qui sont peut-être un peu plus petits, on va dire peut-être celui-là. Mais bon, il doit faire 9 aussi. Voilà, il fait 9. Hein, d'accord. Pourquoi? Parce que les garçons, sur les crochets au fond, ils ont une piche et en général, tout ce qui est remonté fait déjà la taille. Voilà. Il y a 9 bateaux dans les Côtes d'Armor, avec un quota de 4 tonnes par bateau. T'as un nombre de bagues limité chaque année, donc faut pas que tu fasses plus de bagues que ce dont tu disposes. C'est pas ça, on ne peut pas, puisqu'on n'en a pas d'autres. C'est fourni par le comité des pêches. Donc tout simple, hein, un clips. On le passe dans un des trous accessibles le plus près possible de la sortie ici. Ensuite, il suffit de rentrer la bague. Voilà. Et puis là, on ne peut plus la retirer, c'est terminé. Je galère, moi. T'arrives? Oui, très bien. Et t'es content de voir tes fils faire ce métier parce qu'on sent qu'il y a quand même une forme de passion familiale pour la pêche chez vous. C'est un peu dans les gènes. Hein, voilà, j'ai mon petit-fils qui est rentré à l'école maritime à Paimpol. Pour nous, c'est une grande fierté. Oh, je sens qu'on a un petit pêcheur aux ormeaux. Oui, j'aime bien. Qui se prépare là? Mon petit-fils. Et là, j'ai vu 2 poulpes. Pour moi, le poulpe, c'est plus la Méditerranée, tu vois. Il y a de plus en plus de poulpes ici en Bretagne. Ça remonte sur nos côtes, là, petit à petit. Pour nous, c'est nouveau. Mais c'est vrai que nous, pour l'ormeau, pour le métier qu'on fait, ça fragilise parce qu'ils mangent les ormeaux, quoi.
Donc tout de suite, tu vois une dizaine, vingtaine de coquilles d'ormeaux. Mais c'est la nature qui est comme ça aujourd'hui. Ah bah écoute, j'ai hâte d'y aller. Hein. Non mais franchement c'est dingue le phoque qu'on a vu à 1 mètre là, qui est passé à 1 mètre de nous. Ah c'est chouette hein. Mais c'est ouf, il y en a souvent comme ça des phoques. Ouais. Et il vient te voir, en train sous l'eau, il titille un peu. Je vais être honnête, hein, c'est la plongée la plus folle que j'ai faite. Ah oui, oui. Même la plus dure, il n'y a pas de visibilité. Je sais même pas comment vous voyez les ormeaux quoi, c'est un caillou sur un rocher quoi. Wow. Manger. Eh ben allons buter des ormeaux tiens. Bon voilà Isma, l'ormeau que tu as pêché tout à l'heure. Yes. Et ben écoute, je vais te montrer comment le préparer. Je vais sectionner le pied central, d'accord, comme ça. Ce que je conseille aux gens, c'est de le laisser 48 heures au frigo. Et au bout de 48 heures, naturellement, il est beaucoup plus plat. Quand c'est comme ça, tu le mets dans le torchon, tu prends ton maillet et tu tapotes. Une fois tapé, donc ça devient comme ça. Donc là, on va partir juste sur un petit snack. Donc huile d'olive, beurre, snacker 2 à 3 minutes sur le premier côté, et puis après de balancer l'ail et le persil. Voilà mon petit Isma, mais c'est magnifique les gars. À emporter. C'est bon? Il y en aura pour tout le monde. Oh là là, my god. Il y a une chair assez élastique. Ouais. Il y a un goût très prononcé. Enfin, si tu compares à de la viande, ce serait un peu comme du gibier d'une certaine manière. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un goût très fort. Et le petit mélange beurre-persil là qui vient ponctuer tout ça. Franchement. Et en plus, quand tu l'as pêché, bah oui, le coquillage, ça donne une satisfaction immense. Différente. Ben, merci beaucoup les gars. Fabuleux. Merci beaucoup. Ah, merci à toi. Bah, allez, on y va. Comme un défi lancé au temps, avec son armée de kayaks, Patrice part à l'assaut d'une des principales forteresses de Bretagne. La Roche-Jagu était une des 10 places fortes entre Pontrieux et l'archipel de Bréa. C'est la dernière qui reste debout. Lui, il date de 1405. À 70 mètres de hauteur, le château de la Roche-Jagu domine toute la vallée du Trieux. La raison d'être du château, c'est véritablement la présence de cet estuaire du Trieux. L'objectif, c'était tout simplement de surveiller l'estuaire. D'ailleurs, on sait que le château n'a jamais été attaqué. On pourrait presque s'y croire au Moyen-Âge, en fait. Protégée par les eaux d'où les druides bretons auraient puisé leur pouvoir, la Roche-Jagu aura tenu bon tout au long des guerres médiévales. Des siècles plus tard, en 1987, une violente tempête essaiera à son tour de faire vaciller la citadelle. Une nouvelle fois, les solides murs de granit ne bougent pas. Mais autour, plus un seul arbre ne tient debout. Il faut alors recréer tout un parc de 64 hectares. Allez au boulot.
Ici, on va planter sur cette largeur-là. Au lendemain de cette tempête, on a découvert énormément de murs de soutènement. On a découvert des bassins, des vestiges finalement historiques. À partir de ça, ça tombait sous le sens de travailler sur la dimension du Moyen-Âge, avec le chiffre 4 qui est énormément présent en fait dans la structuration des jardins, les 4 points cardinaux, les 4 fleuves du jardin d'Éden, enfin bref, toute une dimension médiévale. À la tête d'une équipe de 7 jardiniers passionnés d'histoire. Ensuite, on mettra du beau chevaux un peu pour amender. Jean-Baptiste veille maintenant sur un jardin de curiosités où se mêlent allées de camélias, palmeraies et plantes médicinales. L'an prochain, on va élargir le panel de plantes pour qu'on ait quelque chose de beaucoup plus fleuri. C'est là le métier de jardinier, c'est un éternel recommencement, le jardin. En remontant paisiblement le cours de l'eau, le seul pont au-dessus du Trieux a donné son nom à la petite ville de Pontrieux, où les habitants continuent de mener leurs barques. On peut traverser l'ensemble de la commune avec les barques. Ah, c'est la petite Venise du Trégor. On a encore des gens qui vont voir leurs voisins avec. Au fil de l'eau, devenue la plus grande avenue de la ville, Pontrieux collectionne un étonnant patrimoine. Des lavoirs privés construits au XIXe siècle, à l'époque où la ville attire de riches négociants et des notables qui emploient sur les berges leur propre lavandière. La plupart des lavoirs qu'on a sur Pontrieux sont liés à une habitation qui va se composer d'un espace en hauteur avec très souvent une cheminée où on fait bouillir le linge pour le laver et où on va pouvoir laver son linge sale à la maison, entre guillemets laver son linge sale en famille. Il faut comprendre que dans les lavoirs, les hommes étaient interdits, donc tout était dit. On pouvait comprendre un petit peu l'hygiène des uns, l'hygiène des autres, les cancans qui étaient racontés de pièce en pièce. Mémoire de Pontrieux, les lavoirs font aussi remonter des souvenirs de famille. Yvon habite l'ancienne maison de ses parents, là où, enfant, il aidait sa mère au lavoir. On participait un peu pour faire le feu, pour transporter les brouettes de linge, pour étendre le linge. C'était notre terrain de jeu, en fait, dans les années 60. À cette époque, les machines à laver commencent à se populariser dans les foyers. Pontrieux abandonne petit à petit ses lavoirs. Des années plus tard, des passionnés comme William s'évertuent à dresser l'inventaire de ce patrimoine. On va venir prendre le bâtiment dans son ensemble, enregistrer la donnée, et ça va être mis à jour directement. Actuellement, on est à 48 existants ou ayant existé. Et je soupçonne que Crêperie des Lavoirs, il y en avait un qui est sous la terrasse actuelle. Si certains naviguent encore à la recherche d'un passé en sommeil, dans la région de Dinan, au bord de la Rance, le meunier du dernier moulin à Marais ne dort plus. Je suis parti pour une journée de travail de 6 heures. Alors là, j'ouvre la vanne pour que l'eau puisse s'engouffrer dans le coursier. Et là, la magie va commencer à se faire. C'est la roue d'origine. Avant qu'on la rénové, il a fallu dévaser l'endroit. La vase arrivait au niveau de la voûte. En ruine jusqu'en 1994, le moulin du Prat a été reconstruit par des bénévoles à l'identique, comme au XVe siècle. Entraîné par la force motrice de l'eau, le moulin s'est remis à tourner. Alors là, c'est vraiment du blé noir local. Il faut que la meule tourne à 100 tours minute pour pouvoir en tirer le maximum de farine. On la passe une deuxième fois. C'est très agréable d'entendre tout ce bruit, la poussière que ça fait ici. Alors là, vous avez la farine la plus fine. Mélangée avec de l'eau et du sel, la traditionnelle galette de sarrasin se cuit à l'arrière du moulin sur un poêle au feu de bois qui faisait le tour des marchés de l'époque. On va doucement, quoi. Il faut surtout pas appuyer. Il faut balancer comme ça. Ça fait partie de notre culture, de notre histoire. Ça c'est clair, il n'y a pas une manifestation religieuse, pas une manifestation sportive, associative, sans galette saucisse. La tradition, c'est galette froide, saucisse chaude. C'est comme ça que ça se mange.
excellent. Plus que de simples pierres, ces passionnés ont redonné vie à un lieu de fête et de partage, un autre patrimoine breton. Salut Damien. Salut Ismaël. Ça va? Très bien, bienvenue à Dinan. Merci. Ravi de t'accueillir ici. Qu'est-ce que c'est beau cet endroit? Là oui, d'ici on a de la chance, ouais. C'est la super vue sur le port de Dinan-en-Valais, et puis sur toute la vallée de la Rance, donc qui serpente, qui prend sa source à 40 km d'ici, et qui va se jeter dans la Manche entre Dinard et Saint-Malo. Bah, je suis très content d'être ici parce que pour l'instant j'ai été beaucoup sur la côte. Et j'avais un peu envie de venir voir ce qui se passe dans les terres en Côte d'Armor. Ouais. Cette ville est un petit joyau, hein. L'arrivée ici. C'est magnifique. Il y avait de l'argent ici. La ville s'est enrichie avec le commerce du lin. Il y a des maisons bourgeoises, il y a de la place, les maisons sont grandes. Effectivement, on sent qu'il y a eu du commerce, quoi. Et à partir de quand on passe des maisons à colombage comme celle-ci à la pierre? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une transition dans l'architecture. Exactement, ouais. C'était majoritairement au cours du 18e. L'idée, en fait, c'est que dans les centres-villes assez denses comme ici, les centres-villes médiévaux, il y a eu plusieurs incendies dans toutes les grandes villes de l'époque. Ouais. On a basculé du bois à la pierre, du coup, en très grande partie pour éviter ces risques d'incendie-là. C'est beau ces volets là, on dirait, tu sais, un peu comme pour les canons là, sur les bateaux à l'ancienne. Exactement. Après, ça avait une double fonction en fait. C'est, si tu veux, au Moyen-Âge, du coup, on rentrait pas dans les commerces. Les commerçants amenaient leurs marchandises, du coup, à l'extérieur de la boutique. Et donc, du coup, ils posaient les divers objets qu'ils avaient à vendre ici. C'est de là que vient l'expression trier sur le volet. Très bien. C'est bien pour briller en société, ça. Ah, c'est canon, ouais. Et toi, t'emmènes des gens découvrir la nature ou tout ce qu'il y a autour de cette ville de Dinan, c'est ça? Exactement. Avant, je travaillais déjà dans le tourisme à pied à vélo. Je travaillais dans une agence où on vendait principalement l'Europe du Nord. D'accord, des séjours pour des familles, des particuliers. Mais je trouvais que ça avait de moins en moins de sens pour moi d'emmener des gens aussi loin. Et c'est pour ça que je me suis dit, en fait, j'ai un petit paradis au pied de chez moi. Et pourquoi pas juste prendre conscience aux gens de la beauté de ce qu'on a au pied de chez nous, quoi, sans forcément partir à l'autre bout de la planète, quoi. Bah, moi, je valide. C'est bon. On va prendre ces 2 vélos électriques là. Super. Allez, c'est parti. Direction la mer. C'est vraiment le bonheur, quoi. Là, on est pas mal. Il y a des ruines là-bas, là. Exactement, ouais, c'est un château, on va s'arrêter, ça s'appelle le château du Guildo. Waouh! C'est superbe. Et pourquoi est-ce qu'il y avait un château ici? C'était essentiellement un château défensif, là il y a un petit fleuve côtier qui s'appelle l'Arguenon. L'idée vraiment c'était de protéger l'entrée du fleuve. Waouh! Et voilà. Ah, c'est trop beau! La vue est magique. Ouais, super. C'est fabuleux. C'est quoi la petite ville là en face de nous? C'est Notre-Dame du Guildo. D'accord. Donc un petit port où les bateaux sont échoués à marée basse. Donc la mer rentre jusqu'ici? Exactement. Tu vois, on a une petite vague qui rentre, c'est marrant, ça fait comme un petit... c'est la marée en direct, quoi. Exactement, c'est ça. C'est
c'est fou. On est arrivé, c'était le calme absolu, on entendait les petits oiseaux. Exactement. Ouais. Et là, on a le bruit de l'océan comme si c'était une rivière puissante qui déferlait, quoi. T'as vu comment en quelques minutes ça s'est rempli? C'est extraordinaire. On s'approche de la mer là, non? Exactement. On s'approche du magnifique Cap Fréhel. Tiens, me regarde. Waouh! Là, on commence vraiment à bien le voir. Sublime! Et là, peut-être qu'on aura la chance de croiser Catel, une paysanne qui élève des vaches sur la lande du Cap Fréhel. C'est une des seules agricultrices qui a le droit de mettre ses animaux à paître dans les landes ici. Ok. Tiens, regarde, on va pouvoir s'arrêter là. Yes. Hop là. Bonjour, mesdames. Naël, ravi. Catel. Bonjour. Françoise. La maman, j'imagine. Tout à fait. Il nous manquait du monde. Eh ben, on va vous aider. Voilà. Allons-y. Hein. Là, attends, Gaïa. Allez. On fait la police par ici, nous. Moi, je fais de l'autre côté, si tu veux. Venez là. Il est Allez, imposant, ton taureau, là. Hein. Ouais, hein. Puis il faut avoir confiance parce qu'il a les cornes vraiment Allez, juste Gaïa. au niveau de ta tête. Ouais. Quoi. Allez, par ici, par ici. Allez, mes mères. Non, 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 non. Ça va? Bon, j'ai pas d'autorité, moi. C'est les mauvais élèves qui restent derrière. Allez. Il a décidé de passer en premier, celui-ci. On s'enfonce dans la lande. Là, on s'enfonce vraiment dans la lande. C'est bon, on a tout le monde? On est là, on est là. C'est bon. Ça roule. C'est bien, je vois que t'es autant un touriste que moi avec les animaux de la ferme. Oui, j'ai pas un contact inné, on va dire, avec les animaux, quoi. Ouais, je te le confirme. Allez, venez. La Wen. Ouais, voilà les copains. Allez. Naya, clown. Viens, tu l'as. Allez, Ukraine. Escadrille. T'es la plus âgée, tu pourrais montrer l'exemple. Tu vois, comme quoi, les anciens, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, c'est bien connu, ça. Bah, je sais pas si c'est bien connu, mais en tout cas, ici, c'est comme ça. Hein. Françoise, qu'est-ce que vous en pensez? Pas tout le temps. Et c'est quoi comme race de vache? Alors ça, c'est de la froment du Léon. C'est une des 4 races bretonnes. C'est celle qui était spécialisée dans le beurre. Donc c'est elle qu'on fait la légende de la Bretagne. C'est ça, on pourrait dire ça. Hein. C'est des vaches qui sont plus du tout adaptées au système agricole actuel et plus suffisamment rentables. Donc du coup, on les a délaissées pour prendre des vaches qui produisent plus de lait. Voilà. Et toi, t'es heureuse de contribuer à ce qu'elle persiste dans ces espaces-là? Je trouve ça chouette de pouvoir participer quand même au maintien. C'est notre culture en fait, hein. C'est vraiment notre patrimoine breton. Donc c'est chouette à voir. Merci de nous avoir accompagnés. Salut. Merci. Bon, je vais aller enlever le licol à Rimbaud, moi. Il est mythique, le phare du Cap Fréhel. Hein. Ah ouais, il est splendide. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir le moderne et l'ancien. Le phare primitif à côté, je trouve ça génial. Ah, parce que t'as 2 phares, effectivement. Exactement. Et puis on voit bien la différence, tu vois, architecturale. On était sur quelque chose de beaucoup plus arrondi, sous l'égide un peu de Vauban et de Garangeau, qui était l'architecte en chef ici. Donc, il date de quand, le premier phare? 300 ans environ. D'accord. Et puis le nouveau phare plus cubique, hein, construction typique d'après-guerre, où on allait à l'efficace. Je sais pas si tu sais, mais les gardiens de phare, ils classaient les phares selon 3 termes. Le paradis, le purgatoire et l'enfer. Le paradis, c'était donc des phares comme celui du Cap Fréhel, qui étaient facilement accessibles donc, sur la terre. Le purgatoire, c'était les phares où tu pouvais quand même accéder à marée basse, par exemple à pied. Et ensuite, on avait l'enfer, qui lui était vraiment en pleine mer, et donc les gardiens de phare ne voyaient personne pendant 2-3 semaines, pendant tous les temps de la relève. J'en aurais appris des choses avec toi, hein. Dis donc. Merci, c'est chouette. Ouais, vraiment. Waouh, comme c'est beau. Pas mal le petit spot là. Bah ouais, on va se caler là, on va être bien, je pense. Ah hein. bah, je crois que c'est pas mal.
Merci. Nickel. Et on est tout seul. La liberté. Ah bah là, ici, on se sent vivant. Tu penses que tu partiras d'ici un jour ou pas? Non, je pense pas. non, vraiment. Je suis parti, je suis revenu, mais du coup, non, je pense que je resterai ici. Ouais. C'est vraiment, j'ai tout ce qu'il me faut ici, donc j'ai pas du tout envie de partir. Je comprends. Je comprends. Bah moi, je te remercie pour ces moments en fait, que j'ai ressentis là aujourd'hui. Ça va avec tout le reste de mon voyage, mais c'est qu'il y a un sentiment de liberté vraiment intense. Et tu profites, tout simplement. C'est les chevrettes qu'on garde pour renouveler le troupeau. Allez, c'est bon. Non, là, c'est les câlins qu'elle cherche maintenant. Au cœur des Côtes d'Armor, le village agricole de Trémargat se réveille tout en douceur au son des animaux de la ferme. Tous les matins, Allez, hop. Allez, viens là. Nolwenn et Mathieu accompagnent leur troupeau de 58 chèvres à la traite. C'est un moment où je vois toutes les chèvres une par une. Et c'est ce qu'on souhaitait, oui, avoir une ferme à taille humaine. Une petite ferme qui nous va bien. Allez, les jolies. Hop, hop, hop. Youhou. Allez, 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 allez. Hop, hop, hop. Après une première vie en Savoie dans le milieu épuisant de la restauration, Elles vont dévaler la pente. Elles vont manger sur les côtés. Allez, c'est bon, il n'y a pas de... depuis 12 ans, le couple s'adapte au rythme de ses marcheuses en recherche d'un bocage ou pâturé pour la journée. Allez, venez. Hop. Allez. Et demain, Nolwenn, elles seront dans le début du détroit de Trémargat. Ouais. En haut. Allez, 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 allez. Hop. Difficile à croire aujourd'hui. Et pourtant, 50 ans en arrière, les terres de Trémargat étaient réputées pauvres et incultivables. Malgré tout, quelques paysans téméraires tentent le pari de l'agriculture biologique. Et parmi eux, les parents de Mathieu s'installent avec quelques chèvres. Tout le monde les a traités de fous, toute l'équipe qui se sont installées en Centre-Bretagne dans les années 70, alors que tout le monde partait de la campagne. Quand ils sont arrivés, mes parents, déjà les chèvres en Bretagne, ça n'existait pas. Il n'y avait pas d'élevage de chèvres en Bretagne, ou très très peu. L'autre défi, ça a été de faire manger du fromage aux Bretons, parce que les Bretons, traditionnellement, ne mangeaient pas de fromage. Nous, on embraye notre rêve derrière sur la même voie, et puis si on a repris derrière et ça fonctionne, c'est bien qu'ils avaient raison. Dans le sillon de ces pionniers, au fil des années, toute une nouvelle génération de paysans s'est installée en prenant le contre-pied de l'agriculture intensive, longtemps prônée en Bretagne. Sous les 2000 mètres carrés de serre, Mathilde et Tim, les derniers arrivés du village, font pousser une cinquantaine de légumes bio et le carnet de commandes est bien rempli. 23 salades, 12 bottes de navets, 4 kg 1 de rhubarbe et il y a encore quelques légumes à préparer. On n'est pas très souvent dans le hamac. On l'avait installé au début en se disant « ça pourrait être sympa de faire une petite pause ». Je m'y suis assise une fois. Les légumes poussent bien. Ici, le bio, c'est pas juste un concept ou une idée, quoi. C'est vraiment dans les convictions des gens et leurs habitudes de consommation. Après avoir cherché pendant 2 ans une ferme pour commencer leur aventure, le tandem de jeunes maraîchers a pu compter sur l'entraide des agriculteurs de Trémargat. Regroupés en SCI, ce sont eux qui ont acheté les terres agricoles pour y installer de nouvelles pousses.
Et donc nous, en fait, on arrive et on n'a pas d'achat de terre à faire. Donc ça, déjà, c'est un investissement en moins à faire quand on débute. C'est un bonheur de récolter les navets. Ça, c'est la première fois qu'on réussit bien les navets. Ça paraît bizarre de dire qu'on est fier de navets, mais oui, on est un peu fiers. C'est une aventure collective assez utopique, mais pas irréaliste pour autant, parce que ça marche, quoi. Au milieu du printemps, la quinzaine d'exploitations du village pour seulement 200 habitants tourne à plein régime. De retour chez les éleveurs de chèvres, Nolwenn doit transformer en fromage les 180 litres de lait journalier de ses chèvres. J'ai les faisselles et le fromage blanc aussi à faire. Et on les moule tous à la louche, un à un. C'est un produit dont je suis fière parce que pour moi c'est quelque chose qui a vraiment du sens. Et c'était le choix qu'on avait fait pour pouvoir y faire grandir nos enfants et puis pour faire un métier en même temps. 2 fois par mois, les journées déjà chargées de Nolwenn se rallongent encore un peu plus. En circuit court, l'éleveuse va elle-même livrer ses fromages à l'unique supérette du village. Là, on est en plein bourg de Trémargat, donc le café associatif est juste là et on arrive du coup à Épicer Tout, l'épicerie associative. Bonjour tout le monde. Ça va? Oui, toi? Ouais. Géré par des habitants, plus acteurs que simples consommateurs, C'est moi qui mets en rayon. l'épicerie, ouverte depuis 2012, vend principalement des produits du coin comme les légumes des jeunes maraîchers. Dis-moi, on a reçu de la rhubarbe à l'épicerie, mais on n'a pas le prix. C'est la vie au bourg, hein. Ouais. Et donc ça, on a envie d'y participer pour que ça perdure. Je suis ébéniste à mon compte, mais dans la campagne, donc du coup, je reçois pas beaucoup de monde. Et pour revoir des personnes et pour faire vivre le village, c'est l'idéal, le rêve. On ne vient pas que faire ses courses ici, on vient papoter, refaire un peu le monde aussi des fois. Et c'est bien. Laboratoire à ciel ouvert de projets alternatifs et solidaires, Trémargat continue d'écrire sa légende. Celle d'un village peuplé d'irréductibles bretons qui résiste encore et toujours au conformisme. J'ai hâte de vivre ça avec vous. Hein. C'est un peu stressant quand même. Mais non. On ne sait pas ce qui va nous arriver. C'est la première fois que tu vas te faire élitreiller, Elise, aujourd'hui? Ouais, c'est la première fois. Oui, tu te sens comment? Ok, tout ça. Alors si, je sais. Je suis et stressée et impatiente. On ne le fait pas juste pour s'amuser. Hein. Derrière, il y a un enjeu pour le plongeur qui va nous élitreiller et auquel on va servir de victime, de cobaye. Hein. Il en faut aussi pour s'exercer. Et puis, nous, en tant que sauveteurs en mer, eh bien, le jour où on est face à une victime qui nécessite d'être élitreillée, elle peut manifester des craintes aussi par rapport à cette manœuvre-là qui est impressionnante hein, quand même. Et de l'avoir vécue, on est en mesure aussi de la rassurer. Plus tu t'entraînes dans les conditions réelles, plus tu es prête le jour où quelque chose se passe à toutes les éventualités. Quoi. Bah oui, effectivement. En plus, nous, on a une particularité à la SNSM, c'est qu'on est tous bénévoles. C'est pas notre métier, on pratique pas ça tous les jours. Donc, tu fais quoi, toi, comme boulot? Je suis responsable administrative financière d'un bureau d'études. D'accord. Donc, je suis derrière un ordinateur toute la journée. Donc, c'est important de le faire souvent pour que quand on soit sollicité, eh bien, ça déroule, quoi. Qu'il y ait des automatismes. Hélicoptère Billigon Whisky du SNS 718, tu reçois 5.
reste actuellement, on approche de la zone d'arrivée dans 2 minutes. Ah yes, on le voit là-bas au fond. Ça va, t'es pas trop stressé? Déjà chaud. Je suis pas stressé, mais en fait, mon inquiétude, c'est de pas être un boulet pour vous. Voilà. Mais je pense que je suis bien accompagné. Moi, je suis impressionné par votre calme et tout, ça a l'air normal. C'est la journée, tout va bien. Là, les conditions météo font que c'est des conditions optimales pour un premier contact avec le sauvetage. Généralement, quand on intervient, on n'a pas toujours ces conditions-là. Je vais aller m'asseoir là-haut. Ah, ça fait monter un peu le palpito quand même, hein? Allez. Ça va ton équipement, les palmes? Ça va très bien. L'équipement est super lourd. Il y a l'eau froide. Ouais. Et rien que nager et se mouvoir là-dedans, c'est pas si simple. Hein. Alors là, franchement, pour moi, la petite leçon là, de cette matinée, c'est le calme dans le chaos. C'est-à-dire que je vous voyais là, tous d'ailleurs, dans l'eau, il y avait du clapot de partout, l'hélicoptère, etc. C'est hyper impressionnant. Et quand l'autre est calme autour de toi, quand le sauveteur est calme, bah, c'est sûr que tu te dis, je vais me laisser guider. C'est vrai que c'était impressionnant. Je me posais quand même beaucoup de questions avant de le faire. Et comme à chaque fois, presque avec la SNSM, j'ai envie de dire, ton cerveau est débranché et tu fais ce que tu as à faire, tu rentres dans la procédure, tu rentres dans ce que tu as à faire. Voilà, et tu le fais. Là, on l'a découvert ensemble. Demain, si ça arrive pour de vrai, ben, c'est plus une découverte pour nous, quoi. Ouais, c'est clair. Et bah, tu vois, je suis ravi de finir avec vous parce que moi, j'avais envie de découvrir ici les valeurs des gens de mer. Et j'ai rencontré que des gens de mer qui font des choses différentes. Une femme qui emmène les gens découvrir les îles sur un bateau à voile, qui a donné sa vie au partage. Des gars qui pêchent les ormeaux en bouteille parce qu'ils sont amoureux de la ressource et ils ont envie de ressentir leur environnement. Et puis vous, c'est le don de soi pour les autres, quoi. Et je trouve que c'est ça qui rend finalement ces rochers si exceptionnels. Évidemment, c'est très beau, mais on sent qu'il y a un esprit qui flotte ici qui est très particulier, quoi. Ça donne vraiment l'âme de cette région. C'est vous l'âme de cette région, quoi, vous tous. Et ça fait du bien de voir ça. Mission accomplie pour nous alors du coup. Ça fait plaisir. Super.